Bonjour tout le monde. Dans ce chapitre, je vais vous parler des principes généraux de la distribution électrique. Le plan de ce chapitre sera comme suit. Tout d'abord, on va parler des structures des réseaux de distribution en général. Ensuite, la distribution basse tension. Après, on va voir comment dimensionner une installation basse tension et comment évaluer la puissance d'une installation. Comme vous le savez, un réseau électrique est décomposé donc en 4 grandes parties. La première partie, comme vous voyez là, c'est la partie production de l'énergie électrique. Cette production se fait par des centrales thermiques, des centrales hydrauliques, des éoliennes. Et le niveau de la tension pour cette partie-là, c'est en moyenne tension. Ensuite, la deuxième partie, c'est le transport de l'énergie et l'interconnexion entre les réseaux. Alors, ce transport d'énergie se fait normalement en haute et en très haute tension. Ensuite, la partie distribution et répartition. Alors, cette distribution, c'est pour les grosses industries et pour les entreprises qui utilisent la moyenne tension. Et la dernière partie, c'est la partie basse tension. C'est pour la distribution pour les clients, c'est-à-dire la consommation. Alors là, je vous donne les niveaux de tension normalisés utilisés dans les réseaux électriques. Alors on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la haute tension, donc la haute tension B. Donc on a le 225 volts, kilovolts, le 400 kilovolts pour la très haute tension, et pour la haute tension, on a le 90 kV et le 63 kV. On a le deuxième niveau, c'est la moyenne tension. Donc là, utilisé pour l'interconnexion des lignes régionales et la répartition régionale. Le niveau de cette tension-là, c'est 33 kV, 20 kV et 15 kV. Et le dernier niveau, c'est le niveau basse tension. Donc là, c'est pour la répartition locale. Les tensions utilisées pour ce niveau-là, c'est le 400 volts, c'est une tension entre phases, et le 230 volts pour la tension monophasée. Alors là, je vais vous parler des normes et règlements utilisés dans les installations électriques basse tension. Alors, c'est quoi tout d'abord une norme? Donc, une norme, c'est un ensemble de règles permettant de réaliser un matériel, une installation, conformément à l'état de l'art du moment. Alors, les textes définissant l'installation électrique basse tension sont classés normalement en 2 catégories. On a les textes normatifs qui rassemblent les règles de conception des installations. Donc là, on parle de la norme NFC 1500. Il y a des normes réglementaires relatives à la protection des travailleurs. Là, on parle du décret du 14 novembre 1988. Alors, l'exemple suivant est une structure d'un poste de transformation moyenne tension, basse tension. Alors là, comme vous voyez là, nous avons 2 normes. La norme utilisée pour la moyenne tension, c'est la norme NFC 1300. Et la norme utilisée pour la basse tension, c'est la norme NFC 1500. Donc là, ici, on travaille avec 400 volts, bien sûr, entre phases. Et là, on a le 20 kV. Alors là, on va parler de la structure du réseau basse tension. Alors, comme vous le savez, un réseau normalement basse tension, il se réalise depuis le tableau général basse tension à l'aide de canalisation et de tableau basse tension. Alors, plusieurs types de distribution sont utilisés. On a la distribution radiale, c'est une distribution qui est très utilisée. Alors, dans cette distribution, on a une protection par disjoncteur est installée aux différents départs des tableaux de répartition. Et voilà donc un exemple d'une structure radiale. Alors là, comme vous voyez, donc chaque départ est protégé par un disjoncteur. Alors les avantages de cette solution, c'est que seul le circuit qui est mis en défaut est mis hors service. On peut aussi localiser facilement le départ qui est en défaut. De plus, donc on peut faire une maintenance et un entretien sans couper donc le disjoncteur général. Mais le problème et l'inconvénient de cette solution, c'est que si on a un défaut au niveau des départs principaux, donc là il va affecter tous les départs divisionnaires et les départs terminaux. Alors, un autre exemple sur la distribution radiale.
à canalisation préfabriquée, mais cette fois-ci c'est au niveau terminal. Alors là, cette solution est utilisée pour la flexibilité et l'esthétique des circuits terminaux, surtout dans les locaux à cloisonnement évolutif, et aussi pour faciliter la mise en œuvre de l'installation. Maintenant, on va parler de la continuité de l'énergie électrique. Alors là, pour assurer une continuité de l'énergie électrique, là, il faut utiliser plusieurs sources d'énergie et aussi diviser les installations en plusieurs circuits. Il faut aussi mettre en place des alimentations de secours et subdiviser les circuits et choisir le régime de neutre convenable à l'installation et vérifier la sélectivité entre les protections. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la division des installations et l'utilisation de plusieurs sources? Alors, si par exemple la puissance installée est importante, donc là il faut utiliser plusieurs transformateurs afin d'isoler les récepteurs qui ont des contraintes et caractéristiques particulières. Par exemple, des générateurs d'harmoniques avec d'autres qui sont sensibles aux harmoniques. Alors, le deuxième point, c'est la mise en place d'alimentation de secours. Alors, soit on utilise deux postes, par exemple, haute tension, basse tension, ou bien un groupe électrogène, ou bien une centrale privée, ou bien une alimentation statique ininterrompue. Alors, pourquoi cette mise en place de cette alimentation de secours? C'est tout simplement lorsqu'on a une coupure dans notre réseau électrique, donc notre circuit prioritaire, il reste alimenté par l'alimentation de secours. Alors là, nous avons un petit exemple d'association d'alimentation de secours et de subdivision de circuits. Alors là, comme vous voyez, nous avons divisé les circuits en deux. Il y a des circuits qui sont non prioritaires et des circuits qui sont prioritaires. Et pour les circuits prioritaires, donc là, on a prévu une alimentation de secours. Alors l'exemple suivant, on a mis deux alimentations. C'est un circuit à alimentation double. Donc là, ici, on a utilisé deux postes. Si on n'a jamais une coupure dans un poste, donc le circuit reste bien sûr alimenté par l'autre poste. Et bien sûr, toujours les circuits sont divisés en deux. Il y a des circuits non prioritaires et des circuits prioritaires, par exemple, comme l'éclairage. Le troisième point, c'est le choix des régimes de neutre. Alors, comme vous le savez, les masses métalliques des différentes machines électriques ou bien toute masse métallique dans une installation électrique, elle peut être portée à un potentiel dangereux en cas de défaut, c'est-à-dire un contact indirect, par exemple un contact entre une phase et la masse de la machine ou bien la carcasse de la machine. Alors dans ce cas-là, il faut normalement faire une mise à la terre. Et bien sûr, cette mise à la terre, bien sûr, n'est pas suffisante. Elle dépend normalement du choix du régime de neutre. Trois régimes de neutre sont utilisés. On a le régime TT, c'est-à-dire le neutre du transformateur est lié à la terre et les masses sont interconnectées et liées à la terre par une prise de terre. Il y a le régime TN. Bon, il y a le TNS, c'est-à-dire on a le neutre et le conducteur de protection sont séparés, c'est-à-dire la lettre S. Alors là, dans ce régime, là, normalement, le neutre du transformateur est lié à la terre par une prise de neutre, donc la lettre T. Et les masses sont liées au neutre. Et si on a un défaut dans ce régime-là, ce défaut se traduit par un court-circuit, parce qu'on aura un contact directement entre phase et neutre. Le troisième régime de neutre, c'est le régime IT. Donc le neutre du transformateur est isolé de la Terre et les masses sont interconnectées et liées à la Terre. Arrivons maintenant à l'étude d'une installation électrique. Alors quel est l'objectif de cette étude? C'est tout simplement le choix du transformateur qui va alimenter notre installation. Donc, comment on choisit ce transformateur? Normalement, par un bilan de puissance. Ensuite, il faut choisir les câbles et les canalisations et les appareils utilisés pour la protection, pour la commande et les appareils d'isolement. Alors là, il faut toujours, une fois on choisit notre appareil de protection, il faut vérifier quelques critères pour valider cette étude. Par exemple, nous avons ici un
dans un moteur électrique, par exemple, au niveau du démarrage, le courant, il atteint 6 fois le courant nominal. Donc là, notre appareil de protection, il doit normalement supporter ce courant pendant le démarrage. Il faut aussi vérifier la chute de tension. Si par exemple notre récepteur est alimenté par une tension nominale, et si la chute de tension est importante, donc là ça va risquer normalement au niveau du récepteur, il ne peut pas fonctionner correctement. De même, il faut vérifier encore est-ce que notre appareil de protection doit protéger notre installation contre les surintensités et les courts-circuits. Aussi pour la sécurité des personnes et du matériel, il faut vérifier, donc selon le régime de notre choisi, les critères de sécurité, c'est-à-dire la mise à la terre, la prise de terre et l'appareil de protection choisi. Ce qu'on vient de voir maintenant, c'était l'objectif d'une étude d'une installation électrique. Alors maintenant, on va voir la méthode de travail et comment on peut concevoir une installation électrique. Alors là, on a plusieurs étapes. La première étape, on va déterminer les calibres IN des déclencheurs des disjoncteurs. Et là, c'est pour déterminer donc ces courants-là, il faut faire un bilan de puissance. La deuxième étape consiste à déterminer les sections des câbles. Donc une fois on détermine le courant, donc on choisit la section du câble à utiliser. La troisième étape, c'est la détermination de la chute de tension. C'est-à-dire il faut vérifier donc au niveau du récepteur, est-ce que cette chute de tension est admissible ou pas par le récepteur. Alors là, on vous présente une méthode pour calculer cette chute de tension. Donc c'est la méthode de Cap, il y a l'approximation de Cap. Cette chute de tension qui va normalement dépendre de la résistance et de l'inductance. Et puisque la résistance, normalement, elle est fonction de la longueur du câble et inversement proportionnelle à la section, donc on trouvera une relation entre la chute de tension et la section du câble. C'est-à-dire la chute, elle est inversement proportionnelle à la section. Alors, l'étape 4 consiste à déterminer les courants de court-circuit. Alors, on va voir tout à l'heure les méthodes pour calculer ce courant de court-circuit, et cela toujours, bien sûr, pour déterminer notre appareil de protection. Alors, l'étape 5, c'est le choix des dispositifs de protection. Alors, une fois on détermine les courants nominaux, c'est-à-dire le IN, la section des câbles, et on vérifie la chute de tension et on calcule les courants de court-circuit, on passe au choix des dispositifs de protection, soit les disjoncteurs magnétothermiques, soit les disjoncteurs différentiels, soit les fusibles. L'étape 6, c'est la vérification de la sélectivité des protections. Donc une fois on détermine ou bien on choisit les dispositifs de protection, on vérifie la sélectivité entre les différents départs. Alors cette sélectivité-là, soit ampère-métrique au niveau courant, ou bien chronométrique, c'est-à-dire temps entre les différents déclencheurs. La dernière étape pour cette méthode de travail, c'est la vérification de la protection des personnes. Alors cette protection, elle dépend normalement du dispositif de protection installé, aussi du type de local, soit le local elle est sec ou bien humide ou bien très humide, et aussi il dépend de la valeur de prise de terre. Donc là, il y a une relation normalement entre la valeur limite de sécurité donnée par la norme, la sensibilité de l'appareil de protection et la valeur de la prise de terre.